La compagnie aérienne camerounaise Camerco a été retenue comme agent commercial exclusif dans le cadre de la vente des packages de billets d'entrée au stade et d'hébergement lors de la prochaine Coupe du Monde Russie 2018. L'annonce a été faite par Ernest Dikoum, le directeur général de la dite compagnie. C'était à Douala, au cours d'un point de presse donné dans un hôtel de la ville. Donc tous les bureaux Camerco au niveau de l'Afrique centrale seront les plateformes de vente ainsi que les agences de voyage. Donc il suffit juste de se présenter et toutes les dispositions seront prises. Donc on aura un système relié à la centrale de réservation. Donc s'il y a un billet dans le stade qui est disponible, Camerco pourra le vendre à ses clients, ainsi que les hôtels et le transport. La compagnie aérienne camerounaise Camerco, qui entend faire de cette expérience une réussite en Afrique, se penche déjà sur les voies et moyens de rééditer ce partenariat lors de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun l'année prochaine. Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors, mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est « jusqu'à quand ?» Le tourisme égyptien reprend des couleurs. Le secteur confirme son embellie depuis début 2018, après avoir amorcé son décollage en 2017 avec 8,3 millions de visiteurs. Nous avons progressé de 53% en 2016-2017. En 2016, nous avons accueilli environ 5,3 millions de touristes. Ce n'était pas un chiffre important. Prenons une référence. Le nombre le plus important que nous ayons atteint était en 2010 avec 14,5 millions de touristes. Nous sommes passés de 5,3 millions en 2016 à 8,3 millions de touristes en 2017. C'est une augmentation de 55%. Si Dieu le veut, d'ici 2 ans, entre 2018, 2019 et 2020, le tourisme retrouvera ses chiffres d'avant 2010. Du côté des voyagistes, hôteliers ou commerçants locaux, on se réjouit de la hausse des réservations et des taux d'occupation. Nous avons eu une augmentation de 250% par rapport à l'an dernier. Ce ne sont pas encore les mêmes chiffres que dans les années 90 et 2000, mais c'est très positif. On a plus de travail depuis l'année dernière et les choses s'améliorent. Plusieurs catégories de touristes viennent. Les Arabes sont toujours là, mais les Espagnols, les Américains, les Italiens et les Français reviennent. Le travail s'améliore et le tourisme revient à la normale.
Les agences de voyage et les hôtels font tout pour améliorer l'image de l'Égypte et dépensent beaucoup en campagne publicitaire à l'étranger. Peu de gens le sentent, mais c'est ce qui se passe. En plus de cela, l'État et le bureau de promotion du tourisme ainsi que le gouvernorat de la mer Rouge essayent d'aider le plus possible. De quoi rassurer davantage et mettre en confiance les touristes pour encourager leur retour massif après des années d'instabilité politique émaillées d'attaques terroristes. S'il y avait seulement la mer Rouge et la plongée, je viendrais. Mais il y a aussi les pyramides au Caire, Luxor, le Nil et Aswan, et les gens sont très gentils. Pour rappel, l'Égypte a accueilli en 2016 5,4 millions de touristes contre 14,7 millions en 2010, année de référence. Le manque à gagner a été massif avec 3,8 milliards de dollars de revenus en 2016 contre 12,5 milliards en 2010. L'Afrique de l'Est a enregistré en 2017 une croissance moyenne de 5,9%, soit la plus grande du continent. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur les perspectives économiques de la région, lequel rapport précise que cette croissance a été portée par l'Éthiopie, dont la croissance s'est maintenue au-dessus de 8%, mais également par Djibouti, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya qui ont enregistré des croissances de plus de 5%. D'autres pays comme l'Ouganda, les Comores, les Seychelles, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan et le Burundi ont contribué à cette performance dans une moindre mesure. Quant au Soudan du Sud, il reste le mauvais élève de la classe avec une croissance en récession depuis le début de la guerre civile. Ce qui ne devrait pas impacter négativement l'avenir de la région, qui devrait continuer avec une économie performante en 2018 et en 2019. La croissance économique moyenne devrait grimper pour dépasser les 5% cette année et atteindre 6,2% en 2019. La Banque africaine de développement appelle cependant tous les pays de la région à mettre en œuvre des réformes afin de rendre l'environnement économique encore plus compétitif et de réduire le déficit budgétaire, notamment grâce à une meilleure stratégie de mobilisation des ressources intérieures. D'un coût global de 56,5 millions de dollars, le projet d'amélioration de la productivité agricole dans la zone de la savane s'inscrit dans la droite ligne de la campagne Platine for Food and Jobs du gouvernement ghanéen qui promeut l'amélioration de la productivité et de la production agricole à travers 5 piliers que sont les semences, les engrais, la commercialisation, les services de vulgarisation et la cyberagriculture. Ainsi, ce projet permettra de transformer les chaînes de valeur agricoles et contribuer à la création d'emplois. Il s'étend sur la période 2018-2022 et se focalise sur la hausse de la productivité des cultures vivrières comme le riz et le maïs et le développement des chaînes de valeur ainsi que des entreprises agro-industrielles. Environ 50 000 petits exploitants agricoles sont prévus pour être impactés et 20 000 emplois devraient être générés au terme de la mise en œuvre du projet. Un projet auquel la Banque africaine de développement apporte un appui financier de 39 millions de dollars à travers le Fonds africain de développement. Destiné à supprimer les barrières douanières entre les États africains tout en laissant libre cours à chaque pays d'appliquer sa politique commerciale, la zone de libre-échange continentale initiée en 2012 s'étendra sur un marché africain de 1,2 milliard de personnes représentant un produit intérieur brut de 2 500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine. Inscrite dans l'agenda 2063 de l'institution, elle vise à doubler le commerce intra-africain en vue de générer un bénéfice annuel d'environ 35 milliards de dollars d'ici à 2021. Le traité qui devrait entériner la mise en œuvre du projet sera signé mercredi à Kigali au Rwanda lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine, un sommet auquel le Nigeria ne compte pas assister. Le président Muhammadu Buhari a annoncé dans un communiqué qu'il ne s'y rendrait pas. À l'origine de cette décision,
la plainte de certains actionnaires nigérians qui ont fait savoir qu'ils n'ont pas été consultés. Aussi émettent-ils quelques réticences quant aux conditions du traité. Lequel traité sera cependant lancé le 21 mars à Kigali pour raccorder la zone tripartite de libre-échange qui doit inclure le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahariens. Madagascar se donne les moyens d'amorcer sa relance économique après la crise politique de 2009-2013. Le pays tiendra les 26 et 27 mars son premier forum économique pour le développement. Pendant 2 jours, tous les acteurs de l'économie du pays se réuniront autour d'une même table pour identifier les blocages et trouver des solutions pour une croissance auto-entretenue et le développement du pays en vue de tracer toutes les conditions de son décollage économique. Il s'agira précisément de se mettre ensemble pour mettre en œuvre une stratégie fiable et stable qui pourrait supporter les instabilités politiques et les chocs externes, y compris les effets des catastrophes naturelles. Au nombre des questions qui seront abordées au cours du forum figurent celles relatives à la stabilité de la monnaie, l'industrialisation, le secteur des mines et les zones économiques spéciales. Plusieurs personnalités sont attendues à ce rendez-vous, de même que des groupements d'opérateurs économiques et autres acteurs du secteur privé, de la société civile, les représentants de l'administration publique, les universitaires, sans oublier le syndicat des industries de Madagascar. Le forum devrait déboucher sur l'élaboration de mémorandums contenant les recommandations pour le développement économique du pays. Considéré comme étant le 4e pays le plus pauvre au monde avec un produit intérieur brut par habitant de $424 et une population vivant à plus de 90% dans la pauvreté, Madagascar devrait afficher un taux de croissance de 5,1% cette année contre 4,1% en 2017. Moussa Sidi Mohamed demeure le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Il a rempilé à la tête de l'institution pour un nouveau mandat de 4 ans à l'issue d'une assemblée générale ordinaire. Assemblée au cours de laquelle les réalisations du bureau consulaire sortant ont été passées en revue et jugées satisfaisantes par les participants. Ce qui les a motivés à renouveler leur confiance à Moussa Sidi Mohamed, qui inscrit son nouveau mandat sous le signe de la continuité en vue de parachever les différents chantiers démarrés d'une part et sous le signe de l'innovation pour un secteur privé dynamique et prospère d'autre part. Moussa Sidi Mohamed s'engage par ailleurs à accomplir sa nouvelle mission avec professionnalisme, dans la plus grande loyauté et de s'investir pleinement avec l'aide de tous pour relever les défis de l'heure. L'amnistie prononcée par le président Emmerson Mnangagwa en novembre 2017 pour toutes les structures et toutes les personnes qui rapatrieront les sommes déposées à l'étranger de façon illégale sous le régime Mugabe porte des fruits. En l'espace de quelques mois, le pays a enregistré 591 millions de dollars de retour de fonds illégalement transférés. Ces fonds ainsi rapatriés avant le délai de 3 mois fixé par la décision d'amnistie ne représentent cependant qu'une partie des 1,4 milliard de dollars attendus et illégalement sortis du pays sous le règne de l'ancien président Robert Mugabe. Pour recouvrer le reste des fonds, les autorités du pays ont publié une liste de plus de 1000 entreprises et individus accusés d'avoir illégalement transféré de l'argent à l'étranger et qui n'ont pas répondu à l'amnistie de 90 jours. Rappelons que depuis 2000, l'économie du Zimbabwe est entrée dans une déliquescence caractérisée par une hyperinflation entraînant une crise de liquidité dans le pays. La politique de rapatriement des capitaux initiée par le président Mnangagwa vise à poser les bases de la relance d'une économie fragilisée par des années de mauvaise gouvernance.